Un lent ballet se déploie sous nos yeux. Une symphonie visuelle où le temps semble s'être figé. Paris, en cette année 1780, apparaît dans toute sa splendeur et son chaos. Une mosaïque de toits et de ruelles s'étirant le long de la Seine, artère vitale où glissent péniches et barques. Les ponts, véritables fourmilières humaines, relient les deux rives, tandis que des cloches lointaines ponctuent le bourdonnement incessant de la vie. Des cris d'enfants se mêlent au claquement des sabots sur les pavés humides. Des rires résonnent, puis s'estompent, emportés par un léger vent porteur d'odeurs inconnues. C'est ici, au cœur de cette capitale foisonnante, que nous posons notre regard. Non pas sur le Paris révolutionnaire que l'histoire a glorifié ou maudit, mais sur la ville telle qu'elle était à la veille du grand basculement, le joyau du royaume de France en 1780. Comment vivait-on dans cette métropole bouillonnante, bien avant que les pavés ne se teintent de rouge et que les têtes ne tombent? Quels étaient les visages de ses habitants, les sons qui berçaient leur quotidien, les fragrances qui flottaient dans l'air de ces rues étroites? Nous nous apprêtons à un voyage extraordinaire, une immersion fidèle et sans précédent, rendue possible par la puissance de l'intelligence artificielle. C'est une fenêtre temporelle qui s'ouvre, nous offrant la chance unique de nous glisser dans le quotidien d'une ville à jamais transformée, de sentir son pouls avant que la fièvre ne la consume. En cette année 1780, la société parisienne est une structure complexe, ancrée dans des traditions séculaires, où chaque classe, chaque ordre, semble avoir sa place immuable. Pourtant, sous cette surface d'ordre et de coutume, des prémices de changement à peine perceptibles pour la plupart de ses habitants commencent à frémir. C'est un Paris des contrastes saisissants, où la lumière éclatante des salons aristocratiques côtoie l'obscurité des taudis insalubres. La richesse la plus ostentatoire y croise la pauvreté la plus criante, créant un mélange détonnant de grandeur et de misère, de beauté et de laideur, qui donne à cette ville son caractère si particulier. Notre approche est celle de l'observateur silencieux, débarrassé de tout jugement postérieur. Grâce à cette reconstruction ultra-réaliste, nous ne cherchons pas à interpréter, mais à voir, à écouter, à ressentir. C'est une invitation à se laisser transporter, à embrasser la complexité d'une époque révolue avec une précision étonnante. Chaque détail, chaque texture, chaque lumière a été recréé pour nous offrir une immersion totale, une illusion parfaite d'un passé tangible. Avant de nous aventurer dans les détails de la vie de ses habitants, de leur métier, de leur divertissement, il est essentiel de comprendre le cadre général qui les enveloppait. Ce Paris de 1780 n'est pas seulement un décor, c'est un personnage à part entière, avec ses propres règles, ses propres rythmes, ses propres secrets. Car pour vraiment appréhender ce qui allait advenir, il faut d'abord connaître ce qui était. Il faut marcher dans ses rues, écouter ses rumeurs, respirer cet air, avant que le grand vent de l'histoire ne vienne tout balayer. La Seine, véritable colonne vertébrale de Paris, n'est pas qu'un simple cours d'eau. Elle est une autoroute liquide, un poumon économique. Sur ses flots, des barges chargées de bois, de foin, de vin, glissent lourdement, acheminant les marchandises essentielles à la survie de la capitale. Des lavandières s'y activent, des pêcheurs jettent leurs filets, et les bateaux-mouches de l'époque, de modestes embarcations, assurent la liaison entre les rives. Les ponts, quant à eux, sont bien plus que de simples passages. Le pont Neuf, malgré son nom, est déjà un ancien, grouillant de vie, orné de ses échoppes où se côtoient arracheurs de dents, camelots et diseuses de bonne aventure. Le pont au change, fidèle à sa vocation, abrite toujours les orfèvres et les changeurs. Ces ouvrages d'art sont des lieux de rencontre, de commerce et de spectacle permanents. Paris, en 1780, est une ville encore enserrée dans ses murs d'enceinte, même si l'enceinte des fermiers généraux, en construction, dessine déjà une future expansion. Ces murs, percés de portes monumentales, contrôlent les flux de personnes et de marchandises, taxant tout ce qui entre et sort.
À l'intérieur, la densité urbaine est stupéfiante. Les rues sont étroites, souvent insalubres, et les maisons à colombages, aux étages supérieurs en encorbellement, semblent se pencher les unes vers les autres, obscurcissant le ciel. Les immeubles sont hauts, abritant plusieurs familles par étage, du riche bourgeois au rez-de-chaussée jusqu'à l'ouvrier sous les combles. Au-delà des méandres des ruelles, quelques grands axes et places se distinguent. Le Palais Royal, propriété du duc d'Orléans, est un monde à part, un centre de divertissement avant-gardiste. Ces galeries abritent des boutiques de luxe, des cafés littéraires, des maisons de jeux et des lieux de plaisir moins avouables. C'est un foyer d'idées nouvelles, où la censure est plus laxiste qu'ailleurs et où les rumeurs politiques circulent librement. La place Louis XV, future place de la Concorde, est encore un vaste espace en devenir, mais déjà majestueux, témoignage de la grandeur royale. Les grands boulevards, tracés sur les anciennes fortifications, offrent de larges promenades arborées, prisées des élégants et des flâneurs, et voient apparaître de nouvelles constructions plus aérées. Les institutions marquent de leur empreinte le paysage urbain. Le Louvre, ancienne résidence royale, a déjà commencé sa transformation en musée, abritant des collections d'art inestimables. Notre-Dame de Paris, avec ses tours imposantes et ses gargouilles veillant sur la cité, demeure le cœur religieux et architectural, témoin silencieux de siècles d'histoire. Le Parlement de Paris, au Palais de Justice, est le centre névralgique de la justice et de l'administration. Un pouvoir judiciaire qui n'hésite pas à s'opposer parfois à l'autorité royale. La vie économique bat son plein, pulsant au rythme de ses marchés. Les halles, le ventre de Paris, sont un spectacle permanent de couleurs, de bruits et d'odeurs, où se négocient quotidiennement les denrées alimentaires de toute la région. Partout, les artisans travaillent dans leurs ateliers ouverts sur la rue, boulangers, cordonniers, menuisiers, orfèvres, tapissiers. Chaque métier a son quartier, sa rue, son identité. Le commerce de luxe fleurit, notamment dans les galeries du Palais Royal et les quartiers chics, où l'on trouve soieries, bijoux, parfums et objets d'art. Les transports sont lents et bruyants. Carrosses tirés par des chevaux, fiacres pour la location, chaises à porteurs pour les plus aisés, partagent les rues avec une multitude de piétons. La circulation est dense, chaotique, et les embouteillages sont monnaie courante. Sur la Seine, les embarcations transportent non seulement des marchandises, mais aussi des passagers, offrant une alternative aux rues encombrées. L'ambiance sonore est un mélange constant. Le tintement des cloches des églises, les cris des marchands ambulants vantant leurs produits, le claquement des sabots, le roulement des roues sur les pavés, les conversations animées, les chants des ouvriers. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'omniprésence des odeurs. Un mélange puissant et souvent âcre de parfums délicats des dames élégantes, d'égouts à ciel ouvert, de fumée de cheminée, d'excréments d'animaux, de la friture des gargotes et des effluves des tanneries. Une symphonie olfactive que nos narines modernes auraient probablement du mal à supporter. Ce Paris sensoriel, vibrant et parfois brutal, prépare le terrain pour comprendre les vies qui s'y déroulent, les existences façonnées par cette métropole unique. Le Paris de 1780 est donc un kaléidoscope social. Au sommet trône la noblesse, résidant dans ses hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain, menant une vie rythmée par les réceptions somptueuses, les bals masqués et les intrigues de cour. Leur fortune, souvent issue de la terre ou de privilèges royaux, leur confère un statut intouchable. Juste en dessous, la bourgeoisie, composée de commerçants prospères, de financiers avisés et de professionnels libéraux, monte en puissance. Elle accumule des richesses considérables, investit dans l'immobilier et commence à aspirer à une reconnaissance sociale et politique que l'ancien régime lui refuse encore pleinement. C'est une classe dynamique, porteuse d'idées nouvelles et d'une soif de changement. En bas de l'échelle, le peuple de Paris, la majorité silencieuse mais laborieuse. Ouvriers, artisans, domestiques, porteurs d'eau, blanchisseuses,
Ils constituent la force vive de la cité, mais leur quotidien est une lutte constante pour la survie. Logés dans des conditions souvent insalubres, travaillant de longues heures pour des salaires modestes, ils sont les premiers touchés par les hausses de prix et les disettes. Leur existence est précaire, mais leur nombre et leur présence omniprésente les rendent incontournables. Ces différentes strates se croisent et se côtoient dans des lieux de sociabilité foisonnants. Les cafés, en particulier ceux du Palais Royal, sont des centres vibrants où l'on débat, lit les journaux et les pamphlets, et où les idées nouvelles des Lumières se diffusent comme une traînée de poudre. Les salons littéraires et philosophiques, souvent tenus par des femmes éclairées de la bonne société, sont des creusets intellectuels où l'on discute de politique, de science et de morale, loin des dogmes établis. Pour le divertissement, les théâtres et opéras attirent une foule diverse, des aristocrates aux bourgeois, en passant par une partie du peuple. Mais pour ce dernier, les tavernes et cabarets, bruyants et enfumés, offrent un refuge pour oublier les peines du quotidien autour d'un verre de vin ou d'une chanson paillarde. L'éducation et la culture, bien que réservées à une élite, connaissent un essor certain. Les universités et collèges forment les esprits, tandis que les librairies voient affluer une production littéraire toujours plus riche. La presse, encore balbutiante et souvent censurée, voit néanmoins circuler des périodiques et des gazettes qui informent le public des événements locaux et internationaux. C'est l'époque où les écrits de Voltaire, Rousseau, Diderot circulent sous le manteau ou sont lus avidement dans les cercles éclairés, remettant en question les fondements mêmes de la société et du pouvoir. Pourtant, cette effervescence masque des défis urbains colossaux. L'insalubrité est endémique, les égouts à ciel ouvert et le manque d'hygiène favorisant la propagation des maladies. La criminalité, bien que souvent limitée au larcin, est une préoccupation constante, et la maréchaussée peine à maintenir l'ordre dans les ruelles sombres. Les problèmes d'approvisionnement sont récurrents, et la moindre mauvaise récolte peut provoquer des disettes, faisant grimper le prix du pain et déclenchant des émeutes de la faim, signe tangible du mécontentement populaire. Ces inégalités sociales flagrantes, cette richesse ostentatoire côtoyant une misère profonde, créent une tension latente. Le mécontentement, d'abord sourd, commence à s'exprimer plus ouvertement. La critique de l'Ancien Régime, de ses privilèges et de son inefficacité, se lit dans les pamphlets anonymes, se murmure dans les cafés et se discute dans les salons. Les graines du changement sont semées, fertilisées par les idées des Lumières et le ressentiment accumulé. Paris en 1780 est une ville vibrante, complexe, insouciante de son propre destin, inconsciente des tempêtes qui s'annoncent. C'est une époque où le passé semblait immuable, où les traditions séculaires dictaient le rythme des vies, mais où, sous la surface polie de la monarchie, les forces qui allaient balayer l'ordre ancien étaient déjà à l'œuvre. Nous contemplons une image figée dans le temps, celle d'une ville à la veille d'un bouleversement historique, une invitation à méditer sur la fragilité des époques et la puissance inéluctable du changement.